Bonsoir à tous, nouveau numéro de Défense, votre rendez-vous avec l'actualité stratégique et militaire sur i24 News. Alors cette semaine, on vous propose une édition spéciale, on va passer au crible, l'année 2013, on revient sur les moments forts qui ont marqué cette année, mais également les perspectives de celles qui commencent. Bienvenue à vous. Et c'est la tradition, chaque semaine on débute cette émission par un tour du monde de l'actu défense et pour cette spéciale je vous propose de revenir sur les grands événements qui ont marqué l'année. Voici le top 5 de l'actu défense 2013. Une attaque terroriste meurtrière et brutale à Nairobi, un coup d'État manqué contre le gouvernement du Soudan du Sud et l'implication militaire de l'armée française dans la République centrafricaine ont fait du continent noir un centre d'instabilité en 2013. Après seulement un an en tant que premier dirigeant démocratiquement élu de l'Égypte, Mohamed Morsi a été chassé début juillet du pouvoir par l'armée. Une armée dirigée par le général Abdel Fattah al-Sisi le 1er septembre. La justice égyptienne accuse l'ex-président déchu d'incitation à la violence. Il sera également jugé pour espionnage. Fin décembre, le gouvernement intérimaire a officiellement déclaré les Frères musulmans organisation terroriste. Troisième année de conflit en Syrie, la guerre civile a connu des développements majeurs en 2013. Et notamment cette date, le 21 août dernier, une attaque au gaz sarin est lancée contre les zones rebelles à Ghouta. Des centaines de personnes sont tuées. La communauté internationale condamne, les États-Unis et la France menacent de frappes préventives. En septembre, sans admettre sa responsabilité dans l'attaque, la Syrie déclare son intention d'adhérer à la Convention sur les armes chimiques et de détruire ses armes non conventionnelles. Ce qui a commencé avec une offensive de charme du nouveau président iranien Hassan Rouhani se termine en novembre dernier avec la signature d'un accord historique entre la République islamique et le groupe des 5+1. L'accord gèle des éléments clés du programme nucléaire de l'Iran en échange d'un allègement temporaire des sanctions économiques. Israël parle rapidement d'un très mauvais accord. Les parties doivent désormais continuer leur travail pour parvenir à un accord global. La reprise des pourparlers de paix entre Israël et les Palestiniens en juillet a donné lieu à une vague d'attentats terroristes, des actes sporadiques et non revendiqués, avec un Hamas affaibli et un Hezbollah impliqué plus que jamais en Syrie. 2014 devrait être une nouvelle fois une année tendue sur le point sécuritaire. Et on continue à décrypter les grands événements qui ont marqué l'actualité défense de cette année avec l'ancien conseiller à la sécurité nationale du Premier ministre, Binyamin Netanyahou, le professeur Ouzi Arad. Bonsoir. Bonsoir. Alors tout d'abord, il y a quelques mois, on était à quelques doigts d'une intervention militaire en Syrie. Les États-Unis qui voulaient cibler l'arsenal chimique de Bachar al-Assad. Cette perspective, elle est définitivement éloignée ? C'est vrai, les États-Unis, il semblait que les États-Unis allaient intervenir militairement, mais les développements et l'intervention russe a arrêté cette... Et aujourd'hui, je ne pense pas que les États-Unis prévoient une intervention militaire. Ça ne dit pas que la guerre civile en Syrie va s'arrêter, mais dans le domaine chimique, il y a un progrès concernant l'arsenal chimique de Bachar al-Assad qui est sur le point d'être démontré. Nous avons beaucoup de surprises. Le fait que les Syriens ont utilisé l'arme chimique contre leurs civils. Par la suite, l'implication américaine qui s'est presque produite, mais finalement ne s'est pas produite. Et ensuite, le démantèlement de l'arsenal chimique. Cela nous enseigne que lorsque nous observons le futur, il ne faut pas penser à ce qui s'est passé va se passer. À mon grand regret, la crise syrienne va se prolonger. Alors l'autre surprise de cette année, c'est cette signature d'un accord sur le nucléaire iranien avec les grandes puissances. Vous diriez, comme Binyamin Netanyahou, que c'est une erreur historique ? L'histoire va en décider si c'est une erreur historique ou non. Si par exemple l'Iran parvient à l'arme nucléaire,
Eh bien, rétroactivement, il est clair que ce qui s'est passé aujourd'hui était une erreur. Mais il n'est pas encore tard, il n'est pas encore trop tard pour les pays occidentaux, y compris pour le groupe des 5+1, eh bien, il n'est pas trop tard pour eux d'exiger de l'Iran qu'elle démantèle son programme nucléaire. Parce que pour l'instant, on ne va pas, l'accord ne prévoit pas l'arrêt des activités nucléaires. Supposons qu'à fin janvier, l'Iran respecte l'accord. L'accord ne prévoit pas de démantèlement des possibilités nucléaires. Et l'Occident, par contre, a tout de même inventé des sanctions, l'Occident a tout de même ralenti les sanctions. C'est une situation qui n'est pas équilibrée. Alors il y a cette menace extérieure dont on vient de parler, la menace nucléaire iranienne, mais il y a également une menace intérieure, cette recrudescence d'actes terroristes anti-israéliens depuis la reprise du processus de paix. À quel point est-ce que ces deux paramètres sont liés ? Il y a un lien, mais il n'est pas un lien automatique. Par exemple, à mon grand regret, nous avons libéré, en échange de Gilad Shalit, nous avons libéré plus de 1000 terroristes assassins qui étaient emprisonnés en Israël, et nous les avons libérés. Et il s'avère qu'une partie d'entre eux, qui se trouvent actuellement dans la bande de Gaza, ce sont eux qui sont derrière les planification d'attentats terroristes, et c'est très regrettable. Et il est regrettable également qu'il y a des menaces qui se poursuivent. Il faut espérer que le processus de paix, que les négociations amènent à quelque chose, pas à la fin des activités terroristes, mais à ce que le conflit avec les Palestiniens parvienne à une solution qui soit satisfaisante pour les deux parties. Mais c'est très très difficile. Les Palestiniens sont très très exigeants, ils sont très très demandeurs, ils sont difficiles, ils ne comprennent pas nos intérêts. Par conséquent, ils refusent de progresser dans les négociations. Mais laissons à la diplomatie américaine la possibilité, peut-être que quelque chose en sortira, pas tout, mais peut-être pas rien non plus. Merci beaucoup, professeur Uzi Arad, pour toutes ces explications. Et cette année 2013 a été marquée en Afrique par une montée de la violence générée par des attaques islamistes, que ce soit au Kenya, au Mali ou au Nigeria. Une menace face à laquelle les États africains et les anciennes puissances coloniales se sont mobilisés. Les résultats sont encore incertains toutefois. Reportage. L'une des attaques les plus spectaculaires jamais vues en Afrique. Une poignée d'islamistes armés envahit le centre commercial du Westgate à Nairobi, au Kenya. Bilan 67 morts, des centaines de blessés et 4 jours de siège sous les caméras du monde entier. L'opération est revendiquée par des hommes se réclamant des islamistes somaliens Shebab, liés à Al-Qaïda. Autre zone qui préoccupe l'Afrique et la communauté internationale, le nord du Nigeria. Les groupes islamistes Boko Haram et Ansarou y multiplient les assauts en 2013. L'armée nigériane répond par une offensive sans précédent. Au Niger voisin et dans la zone du Sahel, la branche maghrébine d'Al-Qaïda, AQMI, est particulièrement active. Elle a revendiqué de nombreux enlèvements et cette année a été marquée par la libération de 4 otages français. En janvier, la France décide d'intervenir aux côtés de troupes africaines. L'opération permet de libérer Kidal, Gao et Tombouctou. À l'heure où l'Afrique se présente de plus en plus comme un continent d'investissement, de croissance et de potentiels économiques, se pose la question d'une réponse adaptée à l'intensification de l'islamisme radical et de façon plus générale aux crises politiques et militaires qui engendrent la violence. Début décembre, la France a décidé d'intervenir en Centrafrique en appui à la force africaine déjà sur place. L'objectif de l'opération, mandatée par l'ONU, c'est d'enrayer les violences intercommunautaires et interreligieuses qui ont déjà fait de nombreux morts et des centaines de milliers de déplacés. François Hollande a prévenu que les soldats français resteraient aussi longtemps que nécessaire pour sortir le pays de l'anarchie.
Allez, on poursuit cette spéciale Défense 2013 avec le meilleur des innovations technologiques en matière de sécurité. On l'a vu cette année, l'industrie militaire israélienne est florissante. Elle s'exporte de plus en plus à l'étranger. On a sélectionné pour vous les 5 révolutions technologiques de l'année en matière de défense. Regardez. De nombreuses tentatives d'attaque de systèmes informatiques d'instituts officiels israéliens et de principales entreprises stratégiques en Israël et dans le monde ont entraîné la création d'un nouveau terme, la cyberguerre. Cela se traduit par de l'espionnage, le sabotage, jusqu'aux coupures de réseaux électriques. Dans le même temps, les gouvernements du monde entier sont aux prises avec des champs de bataille traditionnels et devraient continuer à le faire en 2014. Le scandale explose en mai. Edward Snowden, un ancien analyste de l'Agence nationale de sécurité américaine, a décidé de révéler des informations top secrètes et sont immédiatement publiées dans la presse mondiale. En octobre, les révélations de Snowden créent des tensions entre les États-Unis et certains de ses alliés les plus proches, comme la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, Israël et l'Espagne, ainsi que 35 dirigeants du monde, notamment la chancelière allemande Angela Merkel. Tous ont été espionnés. Qui a dit que l'espionnage entre amis était inacceptable. Depuis, seulement 1% des documents publiés a été révélé. On peut s'attendre à des publications des plus controversées en 2014. Avec l'ouverture des Jeux Olympiques d'hiver à Sotchi, les récentes attaques terroristes à Volgograd ont prouvé qu'il fallait élever le niveau d'alerte de sécurité intérieure dans le monde. Un terrorisme mondial toujours présent dans la région, couplé avec des événements planétaires, la pression sécuritaire n'a jamais été aussi grande. Quelle fierté israélienne lorsqu'en octobre, le ministère américain de la Défense a annoncé qu'il annulerait le développement d'un système de casque d'affichage pour les F-35 furtifs, le HDMS, en faveur du modèle développé par la société israélienne Elbit et la société américaine Rockwell Collins. Le nouveau casque projette toutes les informations sur la visière du casque sans qu'il n'ait besoin de passer du temps à la recherche d'informations dans le cockpit. 2013 était vraiment une année de progrès pour les systèmes de défense israéliens. En février, un test de ce missile antimissile a été testé sur la base aérienne de Palmachim. Une réussite, il atteint les 100 km d'altitude. Dans la matinée du 3 septembre, un autre essai de tir balistique se conclut positivement grâce à l'aide du système de radar Pinar. En novembre, Israël et les États-Unis ont mené un test conjoint du système de défense aérienne David, au cours duquel un missile balistique est tiré puis détruit. Le système David est conçu pour intercepter les missiles courtes et moyennes portées, ainsi que les missiles de croisière, et devrait être efficace contre une grande partie de l'arsenal de roquettes du Hezbollah. Et j'accueille sur ce plateau le vice-président du département marketing de l'industrie militaire israélienne, Avinoam Tsafir. Bonsoir. Alors, selon vous, quelle est la meilleure innovation technologique de l'année en matière de défense ? La grande réussite dans le domaine de la défense en 2013, c'était la capacité de défendre Israël et ses habitants par une grande variété de systèmes. Le système de défense de l'homme de fer, par exemple. L'État d'Israël et les industries militaires vont vers une possibilité de défense, vers une tendance de défense, des défenses des populations civiles, défense également des militaires, et nous nous distinguons dans ce domaine. Alors, vous parlez beaucoup de défense, mais qu'en est-il du côté de l'offensive ? Est-ce que là aussi, Israël s'illustre en matière de technologie ? Chaque défense, chaque attaque commence par une bonne défense pour qu'il y ait une bonne base. Mais tout à fait, Israël se développe vers une capacité de défense tout à fait... nous les développons en 2013, nous les développerons en 2014, des capacités offensives qui sont adaptées aux champs de bataille modernes, aux champs de bataille d'aujourd'hui. Cela veut dire tenter le moins possible de porter atteinte aux populations civiles non impliquées et également de porter atteinte à nos ennemis, même s'ils sont très loin. Et bien sûr qu'il faut rappeler le domaine de la cybernétique. C'est un domaine qui se développe d'une manière très rapide. Et il y a dans ce domaine des éléments de défense et aussi des éléments d'offensive. Alors toujours est-il que 2013 aura également été celle des drones, des robots guerriers en mer, en terre. Quelle est la place d'Israël dans ce marché ?
Israël a toujours mené dans le domaine des avions sans pilote. Nous étions les premiers concernant à produire des drones et des drones offensifs et dans une grande variété de domaines. La plupart des pays nous ont suivis. Au cours de ces dernières années, nous sommes rentrés dans des domaines, dans d'autres domaines, dans la mer et la terre. Il y a un grand progrès. Et tout cela va continuer à se développer. De nouveaux acteurs rentrent dans ce domaine et tout le domaine des instruments non occupés, toute la robotique devient le domaine le plus dominant dans l'avenir. Et parce que c'est la capacité de ne pas sacrifier pour rien des soldats. Merci beaucoup Avinoam Tsafir pour cette interview. Et c'est la fin de cette émission spéciale Défense 2013. Merci beaucoup de l'avoir suivi. J'aurai le plaisir de vous retrouver tout au long de l'année 2014 pour faire le tour de l'actu défense. En attendant, l'information continue sur i24 News. Restez avec nous.